جمال بالماضي. كالعادة في الندوات الصحفية تاعنا فضلكم الهواتف النقالة تغلق. ورايح إن شاء الله نبداو الندوة الصحفية اللي مدتها نصف ساعة. أول سؤال اسمه Jamal, bon, vous êtes là depuis 2 jours. Il y a eu une première séance hier. Comment vous avez trouvé les joueurs avec ces nouvelles conditions climatiques? Comment s'est passé la séance? Écoutez, très honnêtement, j'ai trouvé qu'ils m'ont assez surpris sur ce point-là. C'est vrai que le choc de température est assez impressionnant entre ce qu'on avait à Sidi Moussa et ce que l'on a là. Ils l'ont remarqué évidemment, juste à notre arrivée à l'aéroport pour ton arrivée tard. C'est vrai qu'il fait assez chaud. En termes d'humidité, on n'est pas au maximum, c'est vivable. Mais voilà, la séance s'est bien passée. C'est là où j'étais assez surpris, c'est que j'ai vu des joueurs quand même assez en jambes. Et pour une première séance dans ces conditions, ça a été assez intéressant en termes d'intensité. Burundi, il a suivi à peu près une semaine à Doha. Il se prépare pour ce match aussi pour la CAN. C'est une équipe qui ressemble, on va dire, plus ou moins à deux équipes que vous allez rencontrer, la Tanzanie et le Kenya. Comment est-ce que vous abordez ce match? Est-ce que vous allez encore voir de nouveaux joueurs? Vous n'avez pas eu le temps de vous voir avant un dernier test face au Mali? Comment est-ce que vous l'abordez ce match? Comme vous l'avez dit dans votre question et précisé, c'est une équipe qui ressemble beaucoup au Kenya, c'est pour ça qu'elle a été choisie. Ce n'est pas du hasard évidemment. On peut le voir même ne serait-ce que par leurs résultats. C'est une équipe sur leur phase de qualification, je crois qu'il n'a jamais perdu, qui encaisse très peu de buts à l'image du Kenya. Donc très solide défensivement et qui arrive à gagner ses matchs par un but d'écart, qui n'en marque pas aussi des masses, mais qui arrive à faire le travail et c'est sûr que ça va être une opposition qui va ressembler très fortement à celle du Kenya. Pour ce qui est de notre organisation ou de la manière dont on veut préparer ces matchs-là, évidemment qu'on est en train d'affiner cette préparation et qu'on va plus dans le domaine de la compétition. Donc la période entre guillemets, si tant est que j'en ai eu une de test est passée. Je connais ce groupe, il a été choisi avec beaucoup de réflexion. Donc l'idée c'est pas au début de faire beaucoup de roulements, c'est de préparer ce match du Kenya du mieux qu'on peut. Donc je ne vais pas dire que les deux équipes vont se ressembler sur les deux matchs qui vont arriver, mais bon, il n'y aura pas de gros bouleversements. On va plus travailler sur peut-être des aspects tactiques qui vont changer en fonction des deux matchs et en fonction en prévision. Si on pense que le Burundi ressemble au Kenya, on imagine que le Mali ressemble aussi beaucoup au Sénégal. Donc peut-être deux approches du match différentes. Jamal, c'est une question un peu spéciale. On a suivi la carrière de Jamal comme entraîneur. Vous avez une stratégie de travailler avec des joueurs, un travail spécial. Je vous donne des exemples. Par exemple, Youssouf Msakni, vous avez suivi changer le style de jeu de Youssouf Msakni. Après, il avait un très bon rôle avec l'équipe nationale de la Tunisie. On a vu Namtaye aussi avec la Corée. Moïse Ali, maintenant, il est meilleur joueur en Asie. Est-ce qu'on peut voir la même chose? Il y a un objectif, la même chose, de travailler avec les joueurs, les bons joueurs dans l'équipe nationale, comme Boudaoui par exemple. La différence entre l'équipe nationale et le club, c'est évidemment le quotidien. Au club, on a peut-être, normalement, un peu moins d'impact
en équipe nationale qu'en club, ou en tous les cas, il faut viser juste et ne pas se tromper. Déjà, je le répète souvent, dans la sélection de chaque match ou des 23 joueurs que l'on choisit. Et pas se tromper sur les joueurs, pas se tromper sur les individus, parce que on a justement affaire à de l'humain. Et tous les joueurs dont vous avez parlé, ça a été aussi beaucoup une affaire de psychologique ou je sais pas, de relations humaines, on va dire, très forte. Donc avant d'arriver, parce qu'ils ont tous ces joueurs dont vous avez cités, ils ont tous des qualités, au même titre que ceux qu'on a en équipe nationale. Donc après, c'est les faire adhérer à une vision du football qui doit être à un moment donné commune et que l'on comprend. Donc ça, c'est du quotidien, c'est un travail de longue haleine. Comme je l'ai dit, la sélection nationale, c'est finalement jusqu'à présent ma sixième date FIFA. Donc on est, comme je l'ai dit, à moins d'un mois de travail. Si on accumule, on additionne les séances d'entraînement, moins d'un mois de travail. Ce qui est rien du tout pour un entraîneur de club. C'est juste un club qui démarrait, un entraîneur qui démarrait dans sa saison, par exemple, sur un mois de préparation. C'est à peu près ça que j'ai eu jusqu'à présent avec le. Donc le temps d'avoir un vrai impact sur des joueurs, pour revenir à la question, un vrai impact sur des joueurs particuliers, sur un Hicham Boudaoui par exemple, qui est déjà là à 19 ans et qui doit sa sélection pas aux jeunes joueurs talentueux qu'il est, mais à l'international qu'il est. Parce que s'il est là, c'est parce qu'il mérite d'être là. Ça peut paraître peut-être osé. Moi, j'ai pas vu l'âge, j'ai pas vu le club où il évoluait, le championnat où il évoluait. J'ai juste vu un joueur qui a joué contre l'équipe nationale du Qatar, qui a fait la performance qu'il fallait, qui a joué contre la Gambie, qui a répondu aussi présent, même si je pense qu'il n'était pas totalement satisfait de sa performance. C'était peut-être un début. La surface ne l'a pas trop convenu. Ils ont l'habitude de jouer sur des synthétiques. En tout cas, c'est le feedback que j'ai eu du joueur. Mais il a été assez bon aussi sur ce match-là. Donc je pense que ça va aller de mieux en mieux pour lui. Maintenant, il n'y a pas que lui, il y a des joueurs, il y a d'autres joueurs aussi qui doivent. Il y a des Ismail Benasser, il y a des Adem Mounas, des jeunes joueurs comme ça qui vont émerger, c'est sûr. Et maintenant, il y a le problème de l'équipe nationale, c'est qu'il faut que ça aille vite. Chaque match est un match à enjeu. La compétition dans laquelle on va évoluer, c'est à enjeu. Donc il y a un peu moins de temps qu'en club. Il y a un peu un aspect un peu pressé, où on a moins la possibilité d'être patient. Donc c'est ce qui fait un peu la différence. Mais l'objectif, c'est ça, c'est de faire progresser les joueurs et les faire en sorte qu'ils arrivent là où ils doivent arriver. Là, bien sûr, dégager une équipe déjà, même si ce n'est pas forcément celle qui démarra contre le Kenya peut-être. Peut-être pas celle qui démarra contre le Sénégal aussi. Il y a évidemment cette priorité du match du Kenya que tout le monde a compris. Quand je parle de tout le monde, je parle des joueurs, qui est essentiel. Mais moi, j'ai le devoir d'avoir aussi une vision un peu plus lointaine dans cette compétition. Évidemment, de mettre en application tout ce qu'on a pu travailler jusque-là. Comme je le répète souvent aux joueurs, nous, on part, notre manière de fonctionner au staff technique et à moi-même, c'est on part du match et on fait la programmation de toutes les séances d'entraînement. Ce n'est pas des séances d'entraînement pour les accumuler comme ça les unes après les autres. C'est tout ce qui a un rapport directement avec le match. Nous, ça fait depuis le 3 juin au moins, parce qu'il y a eu des joueurs qui sont arrivés un peu avant, qu'on parle du Kenya. On en parle tous les jours, on parle de toutes les situations, à chaque séance d'entraînement, sur chaque situation de jeu. Tout a été fait en préparation de ce premier match. On a répété des situations offensives, défensives, un peu tout ce qu'on devait travailler. Donc on compte sur ce match de demain, ouais, pour mettre en application et voir un petit peu si tout ce qu'on a travaillé était assimilé. Je trouve que ces joueurs sont pleinement dans cette phase de préparation. Je ne vois pas trop en Islam, il a un travail
supplémentaire à chaque séance et il répond très très bien. Il fait tout le nécessaire. Je vois un joueur, moi, qui est venu ici avec beaucoup de détermination et préparé. Pas un joueur qui est à la rue, loin de là. Un joueur qui est... on avait suivi, il avait travaillé avec son préparateur physique en plus des séances en club. Donc certes, il n'avait pas de match depuis le 22 février, on l'a dit déjà. Mais je ne vois pas un joueur en retard d'un point de vue athlétique. Il est parfait, il enchaîne les séances, ça a été des grosses séances. Plus celles supplémentaires qu'il a pu faire avec le préparateur physique, il n'y a rien à redire là-dessus. Après, pour Haris Belkebla, c'est un joueur qui découvre pas l'équipe nationale. Il a joué avec les Olympiques, vous le savez, mais maintenant il découvre l'équipe nationale A. Il est bien rentré dans le moule. Il est présent lui aussi. Il bosse bien. Il a envie aussi de montrer à tout le monde qu'il mérite sa sélection. Au même titre qu'Adlen. Adlen a fait une très très grosse préparation. Il est aussi très satisfaisant. Franchement, il y a vraiment dans l'ensemble. C'est pas que je veux être ultra optimiste ou tomber dans l'autosatisfaction, mais pour ce qui est de la préparation, vraiment, ça a été une préparation où les joueurs ont totalement adhéré, ont compris l'importance justement de cette étape-là en vue de la CAN. Entrer le public à chaque séance d'entraînement, c'est pas possible, on est toujours en préparation. Pour ce qui est de l'opposition, ça sera entré au public pour le match du Burundi. Maintenant, si vous me parlez de diffusion, normalement, je ne vous réponds même pas parce que ce n'est pas trop mon travail, ça. Mais dites-moi aujourd'hui si vous arrivez à voir une équipe nationale africaine à la télé dont vous pouvez voir les matchs. Je n'ai pas vu, moi, le Kenya jouer, je n'ai pas vu la Tanzanie jouer, si ce n'est voilà, me déplacer jusqu'à Paris et puis les observer. Donc pourquoi nous, on devrait diffuser les matchs pour que puissent... Donc ça, il faut comprendre ça à un moment donné. Vous, les journalistes... on est dans le travail, on peut pas. C'est un minimum ça que d'avoir une certaine forme de discrétion là-dessus. Maintenant, voilà, on a ouvert au public le match contre le Burundi. Ça, c'est ça qui m'intéresse à la limite. La diffusion, pas du tout. Et le 12, il y aura l'entrée au public à l'entraînement. Voilà. Vous en avez pensé quoi, cette équipe-là, qui est en pleine préparation depuis il y a assez longtemps? 20 mai, je crois. Bon, ils ont la possibilité ils ont la possibilité justement de pouvoir travailler dans ce sens-là, dans le sens où ils ont beaucoup de joueurs locaux. Donc ils ont adapté leur préparation, ils ont adapté leur championnat local en fonction de leur préparation. Ils ont cette capacité, ils ont la possibilité de faire ça. Nous, évidemment, c'est pas le cas pour nous. Mais bon, on a pu suivre leur match qu'ils ont joué contre Madagascar, là où ils ont gagné 1-0 à Paris. C'est une équipe qui est difficile, à jouer. On a vu toutes leurs rencontres en phase de qualification. Ils ont joué contre le Ghana, au Ghana, où ils ont fait un match très très solide, en perdant 1-0, mais à la fin du match, 83e, 84e minute. Ils ont gagné contre le Ghana à domicile, 1-0. Pour moi, ça, c'est des matchs références pour eux. Donc c'est une équipe très, très difficile à jouer qu'on va avoir. Une équipe qui prend quasiment pas de but. Ils ont un bloc défensif, une organisation vraiment performante. Donc plus que jamais, on s'attend à un match serré, un match délicat. C'est une équipe qui depuis un certain moment ne se laisse pas bousculer facilement. Ils peuvent même nous donner peut-être parfois l'impression de dominer le match, mais in fine, ils encaissent peu de buts. Donc vraiment, ça va être un match difficile. Quand on regarde la finale de la Champions League africaine, et ce scénario incroyable où le président de la CAF qui descend sur le terrain, arrête du match pendant plus d'1 heure, c'est tout simplement incroyable. La veille de la Champions League, de la finale de la Champions League européenne, on voit à quel point on est encore très 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 loin du haut niveau. Avec une VAR qui ne marchait pas, avec finalement un match à rejouer, on rentre, ça devient risible, ça devient même, on devient comment t'appelles, je sais pas moi, ça devient honteux pratiquement, honteux
un match à rejouer. On félicite Youssef Blaili pour son but et pour son titre. Mais finalement, il va devoir rejouer une autre finale. C'est vraiment inquiétant. On est très en retard. C'est fait semblant. Les dirigeants et ceux qui s'occupent du football africain au jour d'aujourd'hui ont démontré clairement qu'ils étaient pas à la hauteur. Il n'y a qu'à voir ce match. Ce match de finale de Champions League africaine représente énormément de choses sur l'état actuel du football africain et en tout cas quand je dis du football africain, de ceux qui le dirigent. Donc ça peut éventuellement effrayer quand on voit qu'on va jouer une CAN et que c'est les mêmes responsables qui vont s'en occuper. Quand on voit qu'un président de la CAF a été interpellé il n'y a pas longtemps, c'est un petit peu politique, mais c'est un fait. On est tributaire de ces dirigeants-là. Le football africain est tributaire de ces dirigeants-là. Donc ce serait mentir que de dire que ce n'est pas inquiétant. Maintenant, nous, on ne peut pas se préparer en ayant toujours ça en tête. On suit comme tout le monde. On a des joueurs qui ont été concernés. Je vous ai dit, Youssef Blaili, qui ont été concernés par ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça, par ce fiasco. On va dans un pays, on me l'a posé cette question en Algérie, où dans le passé, moi je ne veux pas revenir là-dessus, on m'a demandé ce que je craignais d'aller en Égypte par rapport à nos dernières confrontations. Moi je ne veux même pas y penser, les joueurs n'y pensent pas. On va là-bas en donnant nous le maximum, on fait tous les jours le maximum pour être prêt. Après, adviendra ce qu'adviendra. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas prévoir. Nous, ce qu'on peut faire, c'est être le plus près possible. Et ça passe par le travail. Pour ce qui est juste de la pseudo-conférence de presse qui s'est passée à Alger, on peut pas adhérer. Je ne peux pas, moi, en tant qu'entraîneur, adhérer à ça et être complice de ça. Si c'est mal organisé, si c'est mal fait, s'ils n'arrivent pas à se tenir correctement et respecter leurs fonctions. C'est des journalistes, ils doivent respecter leurs fonctions. Comment moi, si eux-mêmes ils ne se respectent pas eux-mêmes, comment moi je vais pouvoir respecter ça? Moi je me respecte, je respecte ma fonction à moi. J'ai le devoir de répondre évidemment à ces journalistes, si tant est qu'ils s'organisent un minimum. Donc quand je voyais des femmes qui étaient devant les caméras et il y a une collègue à vous qui s'est blessée au genou, il y avait une autre jeune fille qui était devant, les caméras qui lui tapaient sur la tête. C'est tout simplement impossible et même pas envisageable de travailler dans ces conditions. Alors que je leur ai dit que je répondrais à tout le monde. Donc, il faut juste un minimum d'organisation et se comporter comme des gens professionnels et bien éduqués. Voilà. Donc ça n'a pas été le cas sur le coup, donc je ne serai jamais complice de ça. Ça c'est de 1. De 2, pour parler, je pense que ça vous tient tous à cœur d'entendre parler de ce cas Youssef Attal. Youssef Attal, on va dire 2 mots sur lui, ne mérite pas tout ça, ne mérite pas tout ce déballage comme ça. C'est un jeune joueur dans lequel on devrait tous être très fiers, avec la saison qu'il est en train de faire à Nice et dans le championnat de France. Aujourd'hui, c'est un des meilleurs latéraux du championnat de France, qui est même dans le dépassement de fonction parce qu'on l'a même fait jouer attaquant et qu'il a marqué des buts, des triplés notamment, un triplé. C'est un joueur qui mérite vraiment pas ça. Et ces personnes qui n'ont pas si longtemps que ça aussi parlé du décès de son papa, cela vraiment, Wallah ma rani fahem. Je sais pas quel est leur but, quel est leur intérêt. En tous les cas, c'est pas le nôtre, c'est pas dans l'intérêt du pays, loin de là. Donc pour ce qui est de Youssef, j'ai envie de dire déjà lui, il est pour moi un joueur et un homme sur lequel je suis pleinement satisfait, qui adhère totalement au groupe, très respectueux, Ould Familia à 100%. Il y a vraiment, j'apprécie beaucoup, même particulièrement à la limite si des fois on a nos petits chouchous, ou si vous voulez tomber dans cet enfantillage, c'est vraiment le petit genre de joueur, et je dis petit peut-être par la taille, grand par le talent, mais très 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 important pour le groupe.
il est à des années-lumière de ce qu'on a pu. J'ai même pas envie de tomber à ce niveau de rumeurs qui ont un lien avec, pour moi, le nifaq et, la bassesse. Donc je ne tombe pas à ce niveau-là. Ceux qui ont propagé ce genre d'informations sont des gens qui sont contre les intérêts de l'équipe nationale, et surtout quand on voit le timing, le moment de laisser transparaître ce genre de choses, sont contre l'équipe nationale, sont contre l'intérêt du pays. Et il y en a une, il y en a deux, je ne sais pas combien ils sont. Ceux qui ont déclaré ça, ceux qui propagent ça, il faut qu'ils disent que voilà, ils œuvrent en tant que, pour moi, c'est le nifaq. C'est le nifaq, et c'est des gens qui recherchent le fitna. Donc voilà la position dans laquelle ils sont. Hna muslimines, et on sait ce que ça veut dire, ça. On sait ce que ça représente, tout simplement. Voilà. Et qu'ils assument ça, tout simplement. Moi, je n'ai rien à reprocher à mon joueur, je n'ai rien à reprocher à mon staff. Tout va pour le mieux. Je sais que ça ne plaît pas à certains. Genre, la majorité chez Abna est derrière son équipe nationale. C'est toujours quelques brebis galeuses avec des idées et des intentions plus que malhonnêtes qui propagent ce genre de choses. Huma ou Rabbi, d'ailleurs. Ça a été une préparation. La préparation de ce stage-là s'est fait sur à peu près 2 mois depuis le tirage au sort de la Coupe d'Afrique en Égypte. Ça s'est fait avec Hakim Meddan, avec les responsables de la fédération qatari, qui ont été pas professionnels, plus que professionnels, qui nous ont donné vraiment un coup de main. Ça a été fait, je vous l'ai dit, ce stage a été fait pour nous sur mesure. C'est parfait, on a pu regrouper déjà, c'est la priorité, les équipes que l'on voulait jouer au même endroit, aux dates auxquelles on voulait les jouer. Donc ça, c'est quelque chose qui est loin d'être facile. Loin d'être facile. Ne pensez pas que c'est des matchs comme ça qui sont choisis comme ça et qui tombent du ciel. Non, ça a été très calculé. Après, on est venu chercher, on le sait encore, les conditions climatiques, je vous l'ai dit, on ne va pas le répéter, mais élément très indispensable. On voit le choc, les joueurs sont assez plus que surpris. Pas surpris parce qu'on leur a dit, on les a prévenus, mais quand même, il s'avère que voilà, ils s'entraînaient autour des moins de 20 degrés le soir à Sidi Moussa. Et là, on est quasiment au double, mais c'est ce qui va se passer en Égypte. Donc on a exactement tout ce qu'il faut, les conditions d'entraînement, à savoir les terrains, les vestiaires, sont parfaits. C'est les conditions, c'est les centres d'entraînement pour la Coupe du Monde 2022 que vont pouvoir bénéficier toutes les grosses équipes. On inaugure ces centres-là. On n'est pas privilégié, on est ultra privilégié. Je remercie encore, je vous ai dit, la fédération qatari, la fédération algérienne, qui ont bossé vraiment ensemble et avec voilà, nos connaissances ici. Alhamdoulilah, on a tout ce qu'il faut pour bien travailler. C'est bon. Merci. Ok, Ouais. merci.